Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Et si nous prenions le temps de réfléchir aux émotions de nos enfants et à notre propre rôle en tant que parents dans leur gestion quotidienne? Dans cet épisode de Papatriarcat, je suis ravi d'accueillir Céline Siritelis, coach parentale, fondatrice du cabinet Paisie et autrice du livre « Ça ne peut plus durer ». Un livre que j'ai beaucoup apprécié de par son approche extrêmement pratique où on va pouvoir chercher les situations pour avoir des propositions de solutions à utiliser. Céline apporte une perspective unique et bienveillante sur la parentalité, enrichie par ses vastes expériences et son parcours en sciences du langage et en politique d'intégration pour les personnes handicapées. Avec Céline, nous abordons des sujets profonds et essentiels pour tout parent cherchant à mieux comprendre et accompagner ses enfants dans leurs émotions. Nous explorons la métaphore de l'iceberg pour décortiquer les comportements de nos petits en découvrant comment les besoins sous-jacents influencent leurs actions. Céline nous explique comment aborder ces motivations pour intervenir plus efficacement et en toute bienveillance. Nous discutons également d'équidinité, un concept inspiré par un thérapeute danois, Jesper Juul, qui valorise l'égalité des besoins entre parents et enfants. Cette approche nous offre des outils précieux pour établir un équilibre sain entre les contraintes familiales et les besoins individuels de chacun et chacune. Céline souligne que ce n'est pas en brimant les émotions ou en imposant des limites strictes que l'on aide nos enfants, mais en les accompagnant avec douceur et compréhension. Le stress quotidien des parents, notamment dans les moments pressés comme le matin avant l'école, est aussi l'un des points clés. Comment gérer ces situations sans créer de conflits inutiles? Comment apprendre à naviguer dans cette charge mentale élevée? Céline partage des conseils pratiques et concrets pour transformer ces défis en opportunités d'apprentissage émotionnel, tant pour les parents que pour les enfants. Vous allez également découvrir l'importance de l'autonomie dans l'éducation des enfants, comment leur permettre de prendre de bonnes décisions et de gérer leurs erreurs, leur offrir un environnement émotionnel sécurisé, tout en respectant des limites claires. Ensemble, nous touchons à la manière de gérer les échecs, de valoriser les petites victoires et de favoriser un développement sain et harmonieux. Alors joignez-vous à nous pour ce voyage inspirant et enrichissant. Avec Céline Siritelis, nous plongeons dans une réflexion bienveillante et pratique sur la parentalité moderne, et j'espère que cet échange résonnera en vous autant qu'il l'a fait pour moi. Restez avec nous, vous allez adorer cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout c'est possible, comme sur Apple Podcast et Spotify. Là-bas, je peux même vous répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone, le lien est en description. Allez, on y va tout de suite avec ma première question. Donc Céline, dans ton livre « Ça ne peut plus durer », tu offres des lignes de conduite très concrètes pour aider les parents. Alors j'ai plusieurs petites questions vis-à-vis de ça. Déjà, c'est quoi une ligne de conduite? Parce que ce n'est peut-être pas clair pour tout le monde. Pourquoi avoir choisi cette approche très structurée? Et comment est-ce que ça peut aider les parents à déculpabiliser? Je vous souhaite une bonne écoute. Alors une ligne de conduite, pour le dire simplement, c'est une marche à suivre, quelque chose qu'on a décidé de faire et qui est basée sur la compréhension la plus fine possible de ce qui se cache derrière le comportement de l'enfant. C'est une démarche qui est relativement structurée parce que, notamment dans les aspects de temporalité, elle vise à définir qu'est-ce que je ferais en amont de la manifestation des difficultés, parce que je dis tout le temps tout ne se joue pas à chaud, qu'est-ce que je ferais quand elle se manifeste quand même, et qu'est-ce que je ferais après coup que mon intervention ait été couronnée de succès ou un peu moyen. Si ce n'est déculpabilisante, elle est apaisante déjà pour les parents, parce qu'au lieu de se dire « j'ai loupé le truc », et du coup j'ai le problème, elle les rend plus aptes à faire face à tout comportement parce qu'on est comme paré pour réception. Ça déjà, ça fait beaucoup descendre parce qu'au lieu de se dire j'aurais dû trouver le truc magique pour que mon enfant ne bouge jamais à table, je sais exactement ce que je vais faire avant de passer à table pour mettre un peu plus de chance de mon côté et ce que je ferais si à table il gigote énormément, beaucoup trop à mon goût. Cette approche-là, elle permet de gagner d'abord en sérénité. Je pense qu'il y a un côté déculpabilisant dans le sens où, quand on a choisi à l'avance ce qu'on allait faire, on a moins ces tergiversations de « est-ce légitime de lui demander de ne pas bouger ? Oui, mais ce soir, j'en ai un peu marre, j'en ai ras la casquette, tout le monde gigote, j'en peux plus, calmez-vous, ne bougez plus ». Tous ces moments qui génèrent une forme d'incohérence
qui font qu'à un moment, on fait des efforts, on prend sur soi, l'instant d'après, on explose parce qu'on n'en peut plus. Et c'est là que vient la culpabilité, quand on se dit: «Mince, est-ce que j'ai pas été un peu trop loin, ce soir, alors que ce ne sont que des enfants?» Et donc de savoir exactement ce que je vais faire et d'y avoir réfléchi en amont, ça a cet impact-là sur, l'état d'esprit des parents et ça limite aussi ce sentiment de culpabilité. Dans ton livre, il y a écrit appliquer une ligne de conduite donne énormément de cohérence et de constance à votre intervention, gage de votre efficacité à agir sur des comportements difficiles. Ça rejoint totalement ce que tu dis. La cohérence, elle est aussi du coup dans la perception des enfants par rapport à l'utilisation de la ligne de conduite. Et ce que j'aime beaucoup et que tu as rappelé dans ta réponse, c'est que c'est pas ça marche ou ça marche pas. C'est beaucoup plus nuancé que ça. C'est plutôt des facteurs de réussite qu'on va essayer de mettre en place et qu'on va potentiellement d'ailleurs analyser si on voit que ça marche pas. Et c'est vraiment un changement, je trouve, aussi de position par rapport à ce qu'on peut beaucoup trouver en France de ça marche ou ça marche pas. C'est cette vision très binaire. Tu mets vraiment l'accent sur le processus, j'ai l'impression, plutôt que sur le résultat, quoi. Oui, à mes yeux, c'est vraiment très important. Je ne sais toujours pas à quel âge on peut se dire qu'on a réussi l'éducation de nos enfants. Je pense que mes parents, ils continuent encore de cocher: «Ah c'est bon, elle a compris ce truc» à mon âge. Donc on a tendance à dire un peu trop: «Ça n'a pas marché». Je lui ai dit de pas faire ça, il l'a refait quand même. C'est un échec absolu, de moi dans ma posture de parent, où cet enfant a vraiment un grave problème. Si on dézoome pas, qu'on se dit pas que c'est un processus, qu'on est en train d'apprendre à nos enfants, non pas une, mais plusieurs choses qui prennent du temps. Quand ils en ont acquis une, il y en a une nouvelle à acquérir. Si on voit pas ce côté de processus, on se met trop vite dans la tête l'idée qu'on est en train de louper, en fait. On se sent dans une situation d'échec. Les parents viennent souvent à moi en disant je me sens démunie, on a tout essayé et on a toujours ce problème. Donc de voir le processus, je pense que c'est salvateur pour garder de la cohérence. Tout ne se joue pas en un jour. Regarder un peu l'horizon avec une perspective large. On avance, on est en train de collecter des petites victoires qui nous font avancer dans la direction qu'on vise. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, je pense. Tu parles dans ton livre et sur tes réseaux, grâce à beaucoup de contenu quand même que tu mets à disposition des parents, merci pour ça, qu'il y a des comportements qui sont propres à l'enfance et qu'on a tendance à considérer comme des problèmes. Alors qu'est-ce qui pousse les parents, et peut-être même les adultes, si on voit un peu plus large, à voir ces comportements de manière négative et comment est-ce qu'on peut changer de perspective? C'est quelque chose qui est vraiment extrêmement répandu. On a tendance à prêter à nos enfants beaucoup des intentions négatives. Il me cherche, il le fait exprès, il le fait alors que je lui avais déjà expliqué, ou il le fait alors qu'il le sait très bien. Et je pense que ça nous joue des tours. C'est sans doute lié à des aspects de culture, une vision aussi de l'enfant et de l'enfance, une vision aussi de notre rôle de parent. On voit les comportements de l'enfant comme un problème. Ils n'auraient pas dû se produire et ils sont aussi souvent perçus comme le révélateur que j'ai failli quelque part. Et l'enjeu est tel qu'on a à tout prix besoin que ça marche bien du premier coup. Mais bon, il s'agit d'enfants, alors c'est très compliqué quand on se met dans la tête qu'ils devraient tout de suite ne pas bouger à table, répondre poliment quand on leur pose une question, etc. Quand on a cette vision négative des intentions de l'enfant, on va nécessairement être dans des réponses qui, si je devais résumer, consistent à leur rentrer dedans un petit peu, ou pour reprendre l'image de l'iceberg que j'utilise souvent, à taper en haut de l'iceberg. Et on a vraiment besoin d'aller connecter, faire... Souvent, je dis faire un pari pascalien, de se dire, après tout, on ne sait pas vraiment. Mais si on part du principe que leur intention est positive, eh ben, on a plus de chances de les amener là où on veut les amener. C'est-à-dire que si je me dis, bon, c'est un bon enfant qui tente un truc un petit peu maladroit, et mon rôle, c'est pas qu'il n'ait jamais tenté ça, c'est à chaque fois qu'il le tentera, de lui montrer une autre voie pour atteindre l'objectif qu'il veut atteindre, être entendu, avoir de l'attention, donner cours à son besoin de bouger, mais d'une façon qui soit adaptée. Tu recadres un peu dans ton livre la notion de bienveillance avec cette citation que je vais donner, c'est être bienveillant en tant que parent, ce n'est pas dire va où tu veux, mais plutôt je suis là même quand tu es frustré de ne pas pouvoir aller partout. Beaucoup de parents quand même se sentent submergés par les crises émotionnelles de leurs enfants. Comment est-ce que nous, parents, on peut apprendre à accueillir ces émotions sans se sentir responsable de les éliminer? En fait, on pense que la bienveillance, c'est une question d'autorisation, parfois même de gentillesse. Je suis bienveillant si je vais le plus souvent possible dans le sens de mon enfant. La bienveillance, c'est plutôt je porte un regard
bienveillant sur les intentions de l'enfant. Mon rôle à moi, c'est d'assurer sa sécurité, de permettre son bien-être psychique, etc. Et je n'ai pas besoin qu'il valide et qu'il légitime les limites que je pose. Il y a de fortes chances que plein de limites que je vais poser génèrent des émotions. Et la bienveillance, c'est presque une forme d'acceptation que la confrontation aux limites, au cadre, génère des émotions et le plus souvent plutôt des émotions de frustration. Donc mon rôle, c'est pas d'avoir évité ça, parce que du coup, on a tendance à accumuler les objectifs. Il devrait s'arrêter à l'endroit que j'ai marqué comme limite et il ne devrait pas en être mécontent. Et la bienveillance, c'est remonter d'un cran dans ses objectifs, de dire c'est mon rôle de mettre cette limite, c'est son droit de trouver qu'elle est un peu trop près, qu'elle n'est pas très cool, pas très facile à respecter. L'accueil des émotions, l'accueil au sens de reconnaître, identifier et reconnaître, accepter, c'est ce qui nous permet de les accompagner même dans les moments un peu plus difficiles et effectivement non pas pour éliminer ça, mais pour lui donner le cours qui fait qu'on passe plus facilement à autre chose. Moi, j'aime bien cette citation de Sénèque que j'utilise beaucoup par rapport à l'éducation. C'est, tu sais, il a écrit: «La vie, ce n'est pas d'apprendre à éviter les orages, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie». Et je trouve que, alors, on n'est pas obligé de mettre des orages volontairement sur la route des enfants, ça c'est une chose. Dédicace à Didier Pleu. Je trouve ça intéressant, voilà, de se dire, en fait, c'est pas parce que notre enfant passe un moment difficile, peut-être même à cause de notre posture et de notre limite qu'on a marquée, que c'est grave, qu'on a un mauvais parent, etc. Tu vois, on doit lui apprendre à faire avec cette émotion-là, quoi. En fait, il y a aussi la question de la responsabilité des émotions. Et en tant que parent, il y a deux choses. C'est je veux pas que mon enfant ait des émotions désagréables. Je l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait pour lui apporter tout ce dont il avait besoin. Et on se sent responsable des émotions que eux vivent. Et donc on se dit, j'aurais dû faire quelque chose pour qu'il ne soit pas déçu. Et les parents me disent, pourtant je l'ai prévenu, pourtant il le sait très bien, pourtant on n'avait pas du tout le temps. Enfin, on n'a que des raisons logiques de se dire, j'ai tout fait pour qu'il soit pas déçu. Et quand même, quand c'était l'heure de quitter le parc, il était très frustré de devoir s'arrêter de jouer. Notre rôle, c'est pas d'éviter ça. Notre rôle, c'est, on peut dire, apprendre à danser sous la pluie, en tout cas, d'être là, même quand il passe un moment difficile, sans que ça remette en cause la légitimité de nos contraintes de temps, des limites qu'on a choisies pour notre famille, etc. Tu l'as évoqué tout à l'heure, tu parles de l'iceberg. Alors ça, c'est une notion sur laquelle je veux vraiment qu'on revienne. Tu parles de l'iceberg, donc je vais te laisser le décrire. Et tu parles du coup de pourquoi est-ce que c'est important d'aller voir sous la surface de l'eau. Donc j'aime beaucoup cette image, est-ce que tu peux nous la développer? Comme pour beaucoup de situations, l'iceberg, c'est une métaphore qui permet de distinguer le petit bout visible qui émerge de l'eau et la grosse masse invisible qui échappe au regard. Et avec cette image, on a la possibilité de figurer dans son entièreté le comportement de l'enfant en distinguant le petit bout visible. Quel exemple je peux prendre? Mon enfant gigote à table, se lève toutes les 5 minutes et est debout sur sa chaise haute, là. Vas-y, développe. Là. Vas-y, je t'écoute bien. Et du dessous de ce qui se cache sous la surface de l'eau, un besoin de bouger, une envie d'autonomie parce que si je me mets debout sur ma chaise haute, je peux attraper tout seul la bouteille d'eau pour tenter de me servir. Donc il peut y avoir plein de choses là-dessous. Et cette image, au-delà de voir toutes les dimensions du comportement de l'enfant, elle va nous permettre de distinguer la partie émergée qui est la partie du comportement qui pose problème aux parents. Je voudrais qu'ils ne se mettent pas en danger en étant debout sur sa chaise ou qu'ils gigotent moins pour que le repas soit un moment plus apaisé. De ce qui pose problème à l'enfant et l'amène à avoir ce comportement. Il veut être autonome, il a son corps qui l'appelle, qui manifeste une sorte d'urgence à bouger. Et en distinguant ces deux parties, on va pouvoir dessiner un angle d'intervention. Et nos interventions, elles gagnent à passer sous la surface de l'eau, c'est-à-dire aller adresser cette partie-là qui pose problème à l'enfant. On a beaucoup plus de succès de cette façon, déjà parce qu'on va à la racine du comportement ou du problème, si on veut l'exprimer de cette façon, et ensuite parce qu'avec cet angle, on va connecter beaucoup plus facilement avec l'enfant. Je dis souvent, il ne faut pas taper en haut de l'iceberg. Si je dis à un enfant qui a envie juste de se servir comme un grand, assieds-toi immédiatement, c'est dangereux, j'ai raison, c'est vrai que c'est dangereux, mais je passe un petit peu loin de son intention initiale, et lui, il va se sentir trop empêché, et il va monter un peu plus vite dans les tours. Si c'est comme 99,99% des enfants, un bon enfant, je devrais dire 100, hein, franchement, il va se dire, mince, j'ai fait un truc qu'il fallait pas faire, et c'est à ce moment-là qu'on les perd, qu'ils se crispent, que ceux qui ont tendance à taper, bim, ils nous décochent une droite, et que le truc part dans une escalade. Donc quand on
tape en haut de l'iceberg, on a tendance à obtenir des réactions un peu vives des enfants. La connexion est plus difficile à établir, ils ne se sentent pas compris dans leur intention, on est un petit peu à côté de ce qui leur pose véritablement problème. En passant sous la surface de l'eau, on vient connecter avec eux. Tu voulais attraper le sel, c'est hyper dangereux si tu te mets debout, attends, on va le mettre là. Et de cette façon, je vais rediriger avec relativement peu c'est de la parentalité, hein, c'est pas de la mécanique, de l'ingénierie, de l'horlogerie, mais je mets un petit peu plus de chance de mon côté de rediriger facilement le comportement vers comment je peux nourrir mon élan d'autonomie sans me mettre en danger. Comment je peux donner cours à mon besoin de bouger sans que ça empêche les autres de satisfaire leur besoin de manger dans la tranquillité ou une relative tranquillité. Et c'est ça que ça permet d'illustrer. C'est hyper intéressant, je trouve, que tu développes ce côté, comment est-ce que je réponds à mon besoin en respectant le besoin des autres, tu vois? Parce que moi, à titre personnel, ma définition du cadre, c'est l'intersection des droits. Tu as le droit de vouloir de l'autonomie, mais en fait, on a le droit de manger tranquillement. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour trouver une solution? Et c'est important, je pense, que tu précises ça, parce que on peut en France avoir cette image véhiculée de l'éducation dite bienveillante où, en fait, on ne se concentre que sur les besoins de l'enfant, l'enfant roi, etc. Enfin, toutes ces choses qu'on peut entendre. Alors que, clairement, dans ton propos, par exemple, non, il y a les besoins de l'enfant qui viennent se confronter parfois aux besoins des autres. Et c'est comment est-ce qu'on va trouver une solution là-dedans, mais en considérant que les besoins de l'enfant sont tout aussi légitimes. Oui, il y a une logique de conciliation. Moi, j'aime bien le terme de ce thérapeute danois, j'espère Jules. C'est une autre rêve pour les jeunes. C'est un autre Jules. Bref, je m'écarte. Ce thérapeute danois, il parle d'équidignité. Et en fait, c'est ça, c'est de ne pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. C'est pas se dire les besoins de nos enfants comptent tellement qu'on doit s'asseoir sur les nôtres. Nos enfants, ils ont besoin que nos besoins à nous soient satisfaits. L'équidignité, c'est nos besoins comptent autant que les uns que les autres et on n'a pas besoin d'être dans une exclusion, c'est soit toi, soit moi, ni dans une hiérarchisation. C'est d'abord moi et après toi. Et de chercher la conciliation, c'est souvent une voie qui apaise énormément les situations parce que, comme les besoins de tout le monde sont satisfaits, très vite, tout le monde se sent bien. Et nos enfants, ils n'ont pas besoin ça fait beaucoup de besoins. Ouais. Nos enfants n'ont pas besoin de satisfaire leurs besoins d'une seule façon. Et eux, souvent, quand ils sont jeunes, ils se disent, j'ai besoin, un peu moins jeunes, je vais prendre un autre exemple. J'ai besoin de jouer, il me faut des jeux vidéo. Le besoin de jouer, il peut se satisfaire de plein de façons différentes. Ils n'ont pas besoin que ce besoin soit nourri exactement de la façon dont ils le pensent intuitivement, mais que ce soit satisfait avec plein d'autres façons qui permettent de concilier les besoins de tout le monde. Le stress quotidien quand même des parents, ça semble exacerber les situations conflictuelles. Hein. Alors, selon toi, qu'est-ce qui rend si difficile pour tant de parents de rester calmes face aux comportements qu'on va considérer comme difficiles de leur enfant, mais qui le sont, hein, concrètement sûrement. Tu as un cas très précis. On doit aller à l'école, moi ensuite je dois aller embaucher, le timing est très serré, il y a 10 minutes pour déposer l'enfant à l'école, et ensuite moi en plus j'ai potentiellement des bouchons et tout. Et bien sûr, il ne veut pas mettre ses chaussures. Oui, et encore, on est un peu sursollicité sur tous les fronts. Nos vies, elles sont très denses. Je ne sais pas si c'est en vieillissant, mais il me semble que les rythmes de vie s'accélèrent, se densifient et se complexifient. Ça facilite pas les choses. On est attendu sur tous les fronts, c'est-à-dire qu'on est attendu au travail pour s'accomplir ou pour développer sa carrière, mais aussi à la maison pour leur permettre de manger équilibré, mais pas trop être sur leur dos. Enfin, il y a beaucoup d'injonctions contradictoires. La charge mentale, elle est élevée. Le stress, il est très présent. Et c'est très dur d'être un espèce de maître Yoda de la parentalité, H24 et 7 jours sur 7. Je crois que si on cherche une recette miracle pour rester indifférent à tout ça, ça peut être un job à temps complet. Mais d'avoir de la bienveillance pour soi-même et de se dire qu'on est en train de faire de son mieux dans les circonstances actuelles, ça permet de trouver comment naviguer dans toutes ces injonctions, dans toutes ces difficultés et dans ce niveau de stress un peu ambiant aussi, qui est vraiment pas facile. Je prenais l'exemple, mes enfants, les aînés sont au collège, et j'expliquais à ma mère que maintenant, c'est plus un petit carnet de liaison qui revient le soir et qu'on signe, c'est les mails qui nous disent allez consulter l'appli parce que vous avez un nouveau mail à lire. C'est des enfants qui peuvent découvrir leurs résultats à la dernière éval de physique à 7h du mat sur le portable des parents. Je trouve qu'il y a plein de choses qui se complexifient bien davantage qu'il y a quelques années. Alors, je suis peut-être dans une idéalisation parce que je voyais tout ça en tant qu'enfant, plusieurs années auparavant. Mais il y a cette accélération-là qui facilite pas les choses pour les parents. C'est intéressant. Moi, j'ai vu une évolution comme ça parce que moi, j'ai des neveux qui sont plus âgés.
et qui ont connu en fait ce passage sur Pronote, hein, concrètement. Et c'est vrai que c'était pas la même temporalité surtout, tu vois. C'est qu'il y avait un petit peu, voilà, j'ai eu mon contrôle, il y a eu le contrôle, mais on n'avait pas cette espèce de pression permanente de contrôle continu sur chaque note, etc. Et je les sentais, et c'est intéressant parce que j'ai fait un épisode avec eux. Eux, voilà, ils se sentent vraiment mis sous pression, quoi. Ils se sentent vraiment mis sous pression, et cette pression, bien sûr, qui retombe sur les épaules des parents. Osons le dire aussi, la plupart du temps sur les épaules des mères, hein, en termes de charge mentale. Et c'est vrai qu'il y a une vraie question à se poser sur, de manière plus globale, peut-être, tu vois, si on dézoome des parents et des enfants, sur dans quelle société on est en train de construire à travers ça, quoi. Très grande question. Typiquement, c'est des situations avec lesquelles il faut apprendre à danser sous la pluie, parce que tu pourrais te dire, bah moi je l'ouvre pas ou je laisse pas mon enfant le regarder. C'est vrai que avec ces applis, les enfants voient leur moyenne en temps réel, par exemple. Ceux qui ont un peu d'anxiété par rapport aux résultats scolaires, c'est pas super confort, quoi. On faisait pas ça avant de reprendre tous les coefs, de balayer toutes les notes qu'on avait eues et en temps réel de voir où en était notre moyenne générale. Et tu pourrais dire, bah, je coupe tout pour le prémunir de ça. Et bon, bah, voyons ça comme une opportunité d'apprendre à danser sous la pluie. Comment on fait quand on aimerait avoir toujours une moyenne qui reste au taquet et que là, elle vient de perdre 3/10? Et comment je gère ça, la Terre avant que ma moyenne perde 3/10 et la Terre après que ma moyenne ait perdu 3/10, identique. Je peux continuer d'avancer et de voir ça aussi comme des opportunités. Est-ce que tu as, pour revenir au sujet des émotions qui peuvent nous déborder, est-ce que tu as des astuces très concrètes et pratiques à recommander aux parents pour mieux canaliser leurs propres émotions lorsqu'ils se sentent dépassés? Je crois que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais la légitimité qu'on va accorder, alors la conscience qu'on va avoir de nos propres émotions, savoir les reconnaître, avoir conscience qu'on est en train d'avoir une émotion, et la légitimité qu'on leur accorde, à mon avis, c'est un point de départ. Parce que tant que je ne sais pas que je suis en train d'avoir de la frustration, que là, ce qui me tend, ce qui fait que je commence à être un peu irritée par quelqu'un qui me pose une question en même temps que j'essaie de vérifier si c'est le bon temps de cuisson pour cette variété de pâtes, tant que j'ai pas conscience de ça, ça va être dur de le réguler. Et ensuite, si j'en ai conscience, mais que je me dis, je ne devrais pas être frustrée parce qu'un parent frustré, c'est pas un bon parent. En fait, eux, ils n'y sont pour rien. Je n'ai pas à ressentir ça dans cette situation avec eux. La question de la légitimité aussi, elle peut aider de se dire, ce que je ressens, c'est de la frustration. C'est bien normal que je la ressente parce que purée que c'est compliqué d'avoir un bout de mon cerveau sur le paquet de pâtes, un autre qui entend l'enfant qui a un problème de devoir, un troisième sur je sais pas quel autre sujet, et de se dire, ça, c'est de la frustration que je ressens et c'est bien normal de la ressentir. De là va découler beaucoup de choses. Parce que souvent, les parents en séance, ils me disent, oui, et après, juste essaye ça et tu me raconteras après. Et souvent, ce qu'ils racontent, c'est, je l'ai fait et après, du coup, j'ai répondu sur un autre ton et mon enfant a ri ou mon enfant a dit, ah d'accord, pardon, et on est passé à autre chose. Donc, on ne sait pas exactement ce que ça produit, mais c'est un point de départ très fertile pour revenir un peu plus sur ce qu'on a envie de vivre au quotidien avec eux. Est-ce que ça vaut le coup de s'entraîner à froid sur ce qu'on est en train de ressentir à un instant T, tu vois? Pas qu'on a notre enfant en face de nous, mais par exemple, tu vois, même sur des petites frustrations, genre ah putain, il n'y a plus de café. Tu vois, quand on est tout seul ou toute seule face à des situations, peut-être, tu vois, pour essayer de s'interroger à l'intérieur de nous, pour s'entraîner et pour avoir une meilleure compétence une fois qu'on a un niveau de difficulté supplémentaire avec l'enfant en face de nous. Oui, je pense qu'on fait, je fais un peu des projections, mais disons qu'une certaine partie de notre génération de parents est un peu en mode session de rattrapage. C'est-à-dire que nous, on dispose de beaucoup de supports pour parler à nos enfants de leurs émotions. Et on n'a pas forcément reçu le kit de démarrage. Parce que c'est comme ça, en fait. C'est pas une question de manquement. On a aussi l'opportunité, avec tout ce qui est disponible pour nos enfants et ce qu'on a le souci de faire pour eux, d'apprendre en marchant avec eux. On peut le faire de notre côté et on peut le faire dans notre quotidien avec eux. Alors, partager nos émotions quand on se dit vais-je pouvoir payer le loyer, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais exagérer la frustration de ce pot de cornichon qui refuse de s'ouvrir malgré la force de mes biceps, c'est des occasions de montrer, un, qu'on ressent des émotions, deux, de nous s'entraîner à les percevoir, à les conscientiser, et trois, à partager les stratégies qu'on utilise quand on ressent telle ou telle émotion. Demander de l'aide, dans l'exemple du pot de cornichon, demander de l'aide, prendre une pause, respirer un bon coup, chercher une autre façon de faire. Et c'est à la fois des façons pour nous de apprivoiser, réapprivoiser, je ne sais pas quel est le bon terme, nos propres émotions, et en même temps de modeler le rapport qu'on peut entretenir avec nos émotions auprès de nos enfants.
Ah, mais je te rejoins complètement, c'est un truc que je fais tout à fait. Il y a même un sujet spécifique sur lequel moi j'encourage l'auditoire à travailler sur soi en travaillant avec les enfants, c'est notre rapport à l'échec. Tu vois. Moi, ma fille, alors, bon, Lucas, il est un peu petit, il a 7 mois, mais ma fille, elle me voit échouer et je tiens à ce qu'elle me voie échouer. Parce que je veux qu'elle voit comment est-ce que je réagis quand j'échoue. De la même manière, quand je vois un jeu, tu vois, et que je perds, je veux qu'elle puisse voir comment est-ce qu'on peut réagir sainement quand on perd, quand on échoue, est-ce qu'on baisse les bras, etc. Donc, et on a aussi le droit de baisser les bras dans la vie. Hein. Ça donne en effet plein d'opportunités finalement. On parle des émotions, tu as parlé de la limite. Si on revenait sur cette notion-là, tu vois, comment est-ce que nous, en tant que parents, on peut créer un environnement où les enfants se sentent en sécurité pour exprimer leurs émotions, mais tout en gardant nos limites claires? Difficile cette question, mais je pense que la réponse est dans la question. C'est la conciliation de et la limite et l'émotion. Et donc de reconnaître que cette limite n'est pas très agréable, mais nous d'être tranquille et clair par rapport aux limites qu'on choisit, de même s'ouvrir la possibilité de réfléchir si est-ce que j'ajuste un peu mon curseur maintenant qu'il a grandi ou maintenant que j'ai vu quel était son tempérament par rapport à ce type de sujet. Mais d'être assez tranquille par rapport à ça, travailler sur les 2 sujets, les 2 registres, les émotions de nos enfants et les limites, pour trouver cet accueil-là des émotions dans la confrontation aux limites. Je trouve vraiment que c'est ce qui leur permet de développer un rapport apaisé aux limites. Si chaque limite qui génère de la frustration est un moment trop désagréable, ce qu'on construit, c'est l'aversion pour les limites et les stratégies pour ne pas les subir, qu'elles ne s'imposent pas à nous, etc. Quand dans la confrontation frustrante aux limites, aux impossibilités, ne monte pas là, ne va pas plus loin que cet endroit, il y avait quelqu'un pour comprendre que ce soit énervant, m'aider à passer à autre chose, alors j'ai pas peur des limites et je peux les tolérer beaucoup plus facilement sans m'y soumettre. J'en ai compris le sens, je peux adhérer, coopérer avec vraiment ma propre volonté, presque une forme de libre arbitre un petit peu c'est embryonnaire chez les enfants, mais c'est ça qu'on veut développer, que ça vienne d'eux. Je dis souvent, je travaille aussi avec des parents d'ados, ce qu'on veut développer chez des enfants petits, là, de 4, 5, 6 ans, c'est la capacité à prendre de bonnes décisions. C'est pas juste un espèce de bouton de télécommande où quand je dis stop, ils s'arrêtent. C'est de ça dont on aura terriblement besoin quand ils seront ados, qu'ils peuvent aller, entre guillemets, où ils veulent. Je veux dire, techniquement, ils peuvent traverser les rues. Ils vont souvent seuls au lycée. Et moi, je veux qu'ils puissent savoir s'il est en train de prendre une bonne décision. Et s'il en prend une mauvaise, que l'ado, il puisse se dire c'est quoi mon plan B une fois que je me suis engagée sur la mauvaise voie, et qu'il y ait une confiance dans le fait que je pourrais me montrer responsable et appeler mes parents plutôt que d'aller plus loin pour qu'ils ne sachent jamais que j'ai pas réussi à respecter ce truc ou autre, et où là, potentiellement, ils se mettent en danger parfois. Et ce libre arbitre-là, cette capacité à prendre de décisions, c'est ce qui me paraît se construire petit à petit dans ce rapport apaisé aux limites. Je trouve ça hyper intéressant, cette idée de parler là, de prendre des bonnes décisions, maîtriser le risque, etc. Et que ça se construit sur la durée, merci. Tu as parlé tout à l'heure, tu vois, du besoin de bouger, etc., que tu évoques hein, dans ton livre. Mais concrètement, les enfants ont besoin de bouger, d'accord. Mais en vrai, comment est-ce que nous, les parents, on peut répondre à ce besoin tout en assurant la sécurité, le respect des règles à la maison, sachant que parfois, en fait, c'est nous qui avons peur. C'est nous qui pensons qu'il va se passer des choses. Parce qu'en fait, peut-être que, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, peut-être qu'en fait, la bouteille d'eau, il peut très bien l'attraper en étant debout sur sa chaise et qu'il va y arriver. Comment on fait pour jouer avec ça ? J'ai vu des enfants, notamment quand j'étais en instruction en famille, j'ai vu des enfants de 6 ans monter à 12 mètres de haut avec des parents totalement relax, quoi. Parce que le gamin, il faisait déjà du parcours depuis 2 ans et qu'il avait appris toutes les règles de sécurité pour monter à cette hauteur-là. Comment on deal avec ça, en fait ? Bon, déjà, je crois qu'il n'y a pas une réponse toute faite. Bien sûr, bien sûr. Et que le verbe qui, à mes yeux, résume le mieux notre rôle de parent, c'est le verbe s'ajuster. J'ai pu, par mon tempérament, une fois, intervenir super vite parce que j'ai eu très très peur. Mon enfant était debout. Je suis montée au créneau direct. « Descends immédiatement !» Et j'ai vu que ça ne produisait pas exactement l'effet escompté. Il s'énervait, il s'agitait alors qu'il était debout sur une chaise. Donc je me dis, prochaine fois... Vas-y mollo. Donc on peut nous-mêmes s'ajuster pour tâtonner et trouver ces autorisations qu'on peut donner, le type de redirection qu'on peut faire. Sur l'envie de bouger, on a besoin de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc il peut y avoir l'autonomie, il peut y avoir vraiment ce besoin intrinsèque d'utiliser son corps, d'habiter l'espace. Parfois, il recherche des sensations de qu'est-ce que ça fait quand je me mets plus haut.
on se rend pas compte, mais la vie à hauteur d'enfant, c'est vraiment pas le même point de vue que le nôtre. Être debout sur le dossier du canapé, c'est un autre point de vue, c'est d'autres sensations. Pour tout ce qui est sur les questions d'équilibre, c'est vraiment très différent. Donc parfois, ils explorent ça. Ce qu'on a à faire et qui est vraiment pas facile, mais c'est d'essayer de se dire qu'est-ce qu'ils cherchent à faire et de leur permettre de le faire, mais d'une façon adaptée. Donc si le canapé, il est trop fragile, si il n'est pas assez stable et que mon enfant risque de basculer, enfin bref, si c'est pas possible de monter sur ce dossier de canapé, c'est pas impossible pour mon enfant d'exercer son équilibre. Et en le redirigeant vers où est-ce que tu peux faire ce que tu cherches à faire, de quelle façon tu peux bouger si tu as besoin de bouger, comme s'il y avait, on cherchait à donner un cours à la rivière, alors on n'est pas en train de chercher à empêcher le besoin pour résoudre une situation. Ne bouge pas, c'est trop dangereux, ou ne bouge pas, c'est le repas, soit calme. Là, on les met dans des impasses, ils n'y arrivent pas, quoi. Il y en a plein, en plus, ils le disent je veux pas, je sais qu'il faut pas bouger, mais c'est mon corps, il veut vraiment bouger et j'arrive pas à m'empêcher. Je trouve vraiment, ils sont trop mignons, quoi. C'est vraiment, c'est pas qu'ils veulent pas, des fois, c'est qu'ils peuvent pas. Et donc, quand on leur donne un cours, on leur donne une porte de sortie, on leur donne un plan B, ça passe tout seul parce que on les a moins mis dans une situation où ils doivent réfréner un truc énorme comme s'ils étaient eux-mêmes un barrage entre leur besoin qui vient par derrière et le truc qui doit pas passer devant. C'est trop dur des fois. Et c'est de là parfois que viennent des difficultés quand on ferme trop de possibilités. Ils veulent bien faire et puis à un moment, ils n'y arrivent pas du tout, quoi. Pour les gens qui nous écoutent, encore une fois, il t'a bien fait de préciser, je pense qu'il n'y avait pas de solution. On peut pas fournir de solution générale. Et je vais oser dire dans ce podcast, de manière générale, méfiez-vous des gens qui vous vendent des choses qui fonctionneraient de manière générale, des méthodes miraculeuses. Il n'y en a pas. Et c'est vrai qu'après, tu vois, je pense à ce que tu disais sur le dossier, il y a eu des choses toutes simples. Moi, je me rappelle de ma belle-mère qui avait très peur que ma fille tombe parce qu'on a un fauteuil, enfin bref, on a un fauteuil avec des dossiers hauts à la maison. Bon, moi, je m'inquiète pas parce que quand tu vois l'assise du fauteuil, tu comprends que les lois de la physique avec le poids qu'elle faisait, ça marche pas, elle pouvait pas tomber, mais ma belle-mère avait cette peur-là. Et je lui avais dit, en fait, assieds-toi sur le fauteuil. Fais le contrepoids, tu vois. Et c'est ouf parce qu'en fait, elles étaient parties dans un conflit et ça lui était juste pas venu à l'esprit, tu vois. En fait, à un moment, le truc, c'est pas de savoir si elle peut le faire, mais comment est-ce qu'elle peut le faire. Exactement. Alors là, je parle du fauteuil parce que c'était ça, mais c'est un petit peu le sens de ton propos, je trouve, de comment est-ce que tu peux recourir à ce besoin. C'est peut-être sur un autre, en effet, une autre surface, un autre élément. Mais l'idée, c'est peut-être de se dire, est-ce que je dois me concentrer sur le s'il peut le faire mais là, je réduis son besoin d'exploration quand même de manière drastique, mais plutôt sur le comment. Puis après, si on trouve pas de comment, on trouve pas de comment, tu vois, ça arrive. Oui, aussi, et puis je sais même pas si c'est vraiment, entre guillemets, un besoin au sens besoin fondamental. Ils ont des envies, et il y a des envies qu'on peut leur permettre d'accomplir, et d'autres qu'on peut pas. Mais dès qu'on a beaucoup de peur, on se dit, il faut juste pas le faire. Et c'est un peu plus dur d'envisager qu'on peut faire, mais autrement. Les parents que tu décris, c'est sans doute des parents qui ont passé assez de temps avec leur enfant pour connaître... enfin, je veux dire, on passe tous du temps avec nos enfants, mais eux, ils savent, c'est pas des parents inconscients, quoi. Ils savent que leur enfant a de l'expérience, a des réflexes, est à l'aise dans ce type d'environnement. Si c'est pas le cas d'un autre parent, parce qu'il n'a pas vu ou pas donné... bref, son enfant n'a pas eu ces expériences-là, il va réagir différemment. Et c'est là où on s'ajuste. À la fois, on s'ajuste et en même temps, on a la possibilité de donner aux enfants d'autres façons de faire ce qu'ils cherchent à faire. Et puis, des fois, on ne pourra pas tout de suite. Il y a aussi la piste de temporiser. Oui. C'est pas très facile quand ils sont tout petits. Non. En tout cas, pas de temporiser pour 4 jours. Mais des fois, de temporiser pour quelques minutes. Ou de dire, dès qu'on sera au parc, je sais que tu as vachement envie de faire ça, là, ça ne marche pas du tout. Mais au parc, on va pouvoir temporiser. C'est aussi une autre façon de leur permettre de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et pour l'anecdote, moi, j'ai plusieurs situations comme ça qui viennent de donc je ne vais pas en choisir une, mais il y a des fois, tu vois, on peut vraiment pas temporiser. Et en fait, du coup, on va se prendre une petite crise quand même sur le moment. Ça va passer. Et des fois, en fait, l'enfant a oublié. Mais nous, on n'a pas oublié. Et on va revenir dessus en disant, tu vois, là, maintenant, on est au Royal Kids. Et là, maintenant, tu peux faire ça avec tel équipement, machin et tout. Et du coup, moi, alors ça, je le dis pour l'auditoire, mais l'enfant qui voit qu'on s'est rappelé de ce truc qui lui ou elle a oublié, en termes de lien, tu vois, de relation, mais ça vaut pépite, quoi. Quand tu dis ce genre de choses, tu vois les yeux qui font, tu sais, un espèce de carré, là. Tac, 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 tac. Mais c'est possible, mais c'est maintenant, par où je commence. Tu vois, et cette espèce de thrill, là, de truc dans leurs yeux, il est vraiment... c'est une pépite de créer ça. Ton livre propose des solutions très concrètes sur les comportements spécifiques, comme le refus de faire ses devoirs ou les crises à table, sans jugement, hein, je le dis pour l'auditoire. Quand même, quelles sont les erreurs les plus courantes que tu observes chez les parents quand on essaye de gérer ce type de crise de comportement ? C'est des écueils de bons parents.
Si je prends l'exemple des repas, on a tendance à mettre tous les objectifs au même niveau. Donc à table, il faut l'objectif goûter à tout, il faut l'objectif être poli, il faut l'objectif ne pas bouger, et il faut aussi l'objectif pas couper la parole. Je prends souvent l'image d'une échelle, ça doit te parler, pour hiérarchiser les objectifs et les répartir sur les différents barreaux par ordre de priorité. Si on blinde tous nos objectifs en haut de l'échelle, ça va être compliqué. On va passer notre temps à dire non, stop, pas comme ça. Tu goûtes à tout, t'arrêtes de parler. Les repas vont mal se passer, des repas qui se passent mal, ça ancre des expériences négatives. C'est une espèce de cercle vicieux. Quand on arrive à hiérarchiser, de se dire, bon, pour l'instant, ce qui est important pour moi, c'est que le repas soit un moment convivial, par exemple. Donc, je vais mettre celui-ci en haut, celui-ci en dessous. Donc, je ferme On peut, c'est pas lâcher, laisser tomber. On peut choisir temporairement de fermer les yeux sur un enfant qui gigote à table pour se concentrer sur le plaisir de manger ou le plaisir de partager à l'occasion des repas. Sur l'exemple des repas, souvent, c'est ça qui nous joue des tours, c'est qu'on veut cocher toutes les cases d'un coup et c'est contre-productif. Sur l'exemple des devoirs, c'est un peu du même ordre. Sur les devoirs, ce qui se passe souvent, c'est que quand on est soucieux que nos enfants apprennent à travailler ou même de leur réussite scolaire, on va venir se focaliser sur des trucs d'adultes. Il faut relire même si tu sais déjà, il faut travailler assis avec le dos bien droit, il faut pas remuer, il faut rester concentré. Or, il y a des enfants, c'est quand ils ont limite la tête en bas sur le canapé qu'ils récitent la poésie. Il y en a, ils aiment pas écrire, mais si on leur fait épeler les mots, tout d'un coup, ils ont beaucoup de plaisir à refaire toutes les listes, des trucs de CE1, CE2, là où il faut souvent, il y a des listes de 10 mots par jour ou par semaine à retenir. Ce genre de choses, si on se bagarre pour que l'enfant le fasse assis à un moment précis, souvent, c'est compliqué. Donc, de dézoomer là aussi sur l'objectif, de se dire, pour sa réussite scolaire, si c'est ça qui est très important pour moi, faire des moments de devoir un moment pas trop pénible, c'est finalement l'objectif qui durablement me rapproche le mieux de ce à quoi j'aspire pour mon enfant. Et là aussi, c'est un travail d'ajustement sur quelle est la meilleure façon d'atteindre l'objectif que je veux atteindre. Avec les parents, quand ils viennent en consultation, notre travail, il consiste pas à revoir à la baisse leurs objectifs, à dire c'est un enfant, laisse-le remuer à table, ou bien c'est pas grave, les devoirs, tu sais, t'as le temps, te mets pas la pression, le CE2, c'est pas encore sa carrière universitaire, etc. Donc c'est pas du tout ça qu'on fait. Ça marcherait pas très bien. C'est plutôt de se dire, puisque cet objectif, il est important pour toi, quel est le meilleur moyen d'y parvenir? Là, on se rend compte que on se retrouve à se disputer pour une façon de s'asseoir sur la chaise. Est-ce que ça nous amène vraiment à l'objectif? Bon, alors comment on pourrait l'atteindre plus facilement? Et c'est juste d'autres voies qu'on ouvre pour mieux atteindre l'objectif des parents. Oui, puis en plus là-dedans, il y a des choses, tu vois, que nous, on a intégrées, je trouve, de manière très normée. Tu vois, moi, par exemple, ça fait quelques mois maintenant que je travaille sur un tapis avec un bureau assis debout. Tellement agréable, tu vois. Ça m'intéresse beaucoup, là, ce que tu disais par rapport aux devoirs et tout, et par rapport aux croyances qu'on a, parce que moi, dans le cadre de ma formation en management et en coaching, on a beaucoup parlé de l'énergie, tu vois, et de comment ça se répartit, comment ça s'utilise, surtout comment ça se dépense fortement. Et il y a, tu vois, par rapport aux devoirs, je compte plus le nombre de parents, et ce que moi j'ai entendu, ce que toi t'as peut-être entendu, t'as des maths, t'as du français, t'aimes pas les maths, t'aimes le français, commence par les maths, comme ça t'es débarrassé. Et ça, tu vois, en fait, quand tu sais comment ça fonctionne l'énergie, non, commence par ce que t'aimes, en fait. Commence par ce que t'aimes, tu vas dépenser peu d'énergie pour un très beau résultat, ça va du coup t'encourager, et après tu seras plus à même d'attaquer les maths qui sont un objectif difficile, tu vois. Et on prend vraiment le sujet à l'envers, quoi. Et ça, c'est des choses, tu vois, qu'ils peuvent s'apprendre quand même. Mais encore faut-il le savoir et réussir à sortir, tu vois, encore de cette répétition qu'on peut avoir, quoi. Je précise tout de suite que j'ai acheté des bureaux à mes enfants quand ils sont rentrés au CP moi-même, avant de me dire pourquoi tu le fais à chaque fois. Tu sais bien que c'est pas au bureau qu'ils travaillent, mais on a nos trucs d'adultes, un peu nos visions, et faut pas se flageller pour ça. C'est de savoir s'ajuster qui est le plus important. Et puis il y a des enfants ils aiment avoir leurs petits trucs hyper studieux, ça colle beaucoup aux attentes des adultes. Il faut qu'ils soient assis, qu'il y ait personne qui les dérange. Donc voilà, on s'ajuste, quoi. Bah, moi, ma fille, tu vois, là, elle est au CP, et même quand... Alors, je fais parler de quand on était en IEF, tu vois, qu'on travaille des notions entre 3 et 5 ans. En fait, figure-toi que j'ai acheté des feutres pour la baie vitrée, parce que du coup, elle s'éclatait à tracer des trucs sur la baie vitrée, quoi. Je me suis sorti des listes de mots avec la baie vitrée. Non, mais je préfère faire les vitres tu vois, non, mais c'est que me ça, bagarrer pour exactement. de l'orthographe. Mais c'est tellement ça. En plus, des vitres, tu peux les faire avec l'enfant potentiellement En derrière. plus, Ça peut être une activité Ouais. et tout. Donc, mais tu vois, faut sortir du truc. Après, j'entends, si tu veux, quand les profs ils te disent oui, mais il faut que ça soit écrit sur le truc, dans le cahier de devoirs, nanana. Bah, encore une fois, quel est l'objectif? Est-ce qu'on veut écrire dans un cahier de devoirs ou est-ce Exactement. qu'on veut que la notion soit apprise par l'enfant? Exactement. Enfin, tu vois.
Pour conclure un petit peu notre échange, petite avant-dernière question. Tu mentionnes dans ton livre l'idée que le changement dans la relation parent-enfant est un processus à long terme, chose que tu as déjà un petit peu expliqué là. Comment les parents peuvent-ils rester motivés, même lorsque les progrès sont lents? Je pense que là, le challenge, c'est de réussir à voir les petites victoires et les sujets clos. Quand on est parent, déjà, on a tendance à passer sur les trucs basiques qu'on estime, c'est la base, quoi. Je vais quand même pas lui dire merci d'avoir éteint l'eau du robinet. De savoir valoriser les premiers petits pas, ça permet de nous se voir accomplir des choses et de voir notre enfant grandir, et pour l'enfant aussi de se sentir capable de se voir passer les étapes. Les sujets clos, c'est aussi que on a l'impression que ça n'en finit jamais, et c'est un peu vrai. Une fois qu'on a réglé, je sais pas moi, tel type de problématique liée au travail scolaire à l'école primaire, on se retrouve à gérer l'autonomie au collège ou au lycée, et on se dit c'est pas possible, ça n'ira jamais. Voir les sujets qui sont clos et les nouveaux qui s'ouvrent, ça permet de se sentir un petit peu plus en train d'avancer plutôt que de pédaler dans la choucroute. Et mon enfant, il a appris de bonnes habitudes de travail en ma présence. Maintenant, le nouveau défi, c'est apprendre à travailler seul, et comment ça va se produire, comment ça peut s'installer. Mais si on se dit, j'ai depuis toujours un problème de travail avec cet enfant, c'est pas tout à fait juste parce qu'on n'a pas tout le temps le même type de problème. Pareil sur les sujets des repas, sur le sujet des limites. Il y a plein de nouvelles choses que tu apprends. Et les parents me disent souvent, parce qu'on parle de quand est-ce que l'enfant comprendra le non. Bon, déjà, focalisons-nous sur l'aider à respecter le non, et qu'il le comprenne, ça viendra un petit peu après, parce que des fois, c'est pas simple pour eux. Et j'explique qu'il y a des limites qu'on apprend plus tard, les limites de l'ado qui a pas le droit d'aller au centre commercial de la ville d'à côté. C'est une limite qui est pas matérielle, mais qu'on n'apprend pas à 4 ans et qui est à apprivoiser plus grand. Donc il y a toujours des sujets. Et de se voir refermer certains pour aborder les nouveaux, ça permet de, si ce n'est de rester motivé, de se sentir capable d'en clore un prochain. Je crois que ça, c'est pour moi une des choses, et je le dis souvent à la fin des accompagnements, la capacité des parents à faire face aux difficultés est le meilleur facteur de protection. Mon but, c'est jamais qu'ils s'imaginent que c'est mes réponses à leurs questions dans les accompagnements qui leur ont évité de s'en poser, qui ont donné des réponses absolues à toute situation. C'est plutôt de développer ça pour qu'ils n'aient pas besoin de quelqu'un d'autre, ou en tout cas le moins possible. Et cette autonomie-là des parents, ce sentiment de compétence parentale qui fait qu'ils terminent en disant « Écoute, je ne vais pas dire qu'il n'y a plus aucune crise, mais celle qui reste, c'est plus l'incendie dans toute la maison, on les passe. Après, on se retrouve et ça nous fait plus peur. Et en plus, je vois que mon enfant les appréhende plus de la même façon. Et souvent, ils me disent aussi, on se fait plus de câlins. » Ça, c'est ma petite case perso. Quand il y a plus de connexion avec les enfants, en plus de la résolution du problème qui a amené les parents à se tourner vers moi, je trouve que c'est ce qu'on n'attend pas et qu'on récolte avec joie dans ces situations-là. Donc c'est ça, le sentiment de compétence parentale, on devrait tous être focalisés pour développer ça. La capacité à faire face, le sentiment de compétence parentale, c'est ce qui permet de danser sous la pluie, en fait, par exemple. Et puis je te rejoins aussi sur le côté coaching, hein. C'est quelque chose que je rappelle moi dans mon activité de coach, c'est que souvent ce que je dis aux personnes qui viennent me voir, si tu veux, c'est moi, un de mes objectifs, et je maintiens que ça devrait être l'objectif de toute personne qui est dans le coaching et l'accompagnement, c'est que vous passiez de moi aussi vite que possible. On verra, mais en tout cas que vous passiez de moi. C'est pas qu'il y ait plus de problèmes, c'est juste que vous vous sentiez en compétence de les aborder sereinement vous-même, quoi. Ok, attention, dernière question, grosse question. Ouais. Si demain, tu as tous les pouvoirs dans le pays, tu as tous les pouvoirs au niveau social et politique, quelles seraient les 3 mesures prioritaires que tu mettrais en place pour les enfants et pour les parents? Je trouve cette question super dure. Moi, je suis le genre de personne, je vais repartir, je dis « Ah, c'était ça qu'il fallait dire !» Bon, dans un sens, j'aimerais révolutionner énormément de choses. Il y a beaucoup de sujets sociétaux qui impactent la parentalité et la vie de nos enfants. On pourrait dire qu'il y a des enjeux autour du soutien à la parentalité, que ce soit le congé parental, mais aussi le soutien à la parentalité au-delà des 1000 premiers jours, que dans nos modes de vie actuels, avec beaucoup plus d'individualité, beaucoup plus de... Comment on appelle ça quand les familles
s'éloignent C'est géographiquement. l'éclatement familial. L'éclatement familial, merci. Dans ce contexte-là, il faut qu'on puisse trouver d'autres façons de soutenir les parents, de pas aussi surindividualiser le rôle des parents. C'est un travail de société, en Les fait. parents ne sont pas les seuls à éduquer les enfants. Voilà. On le voit bien quand on s'est acharné à leur dire qu'il n'y avait pas des couleurs pour les uns et pour les autres, et que bim, ils débarquent de l'école. Donc, je pense qu'il y aurait des sujets sur le soutien à la parentalité, mais dans un sens, j'aurais même envie de revenir plus haut et de dire il faut revaloriser les métiers du care. Il faut inverser cette pyramide. Il faut que ceux qui prennent soin des autres soient 1000 fois plus valorisés que ceux qui vendent des actions. On l'a bien vu pendant le Covid. Et pas juste applaudir, voilà, tu vois. Oui, non, mais bien sûr. Faut inverser cette pyramide sur la valeur des choses, que ceux qui s'occupent des enfants, on ait vraiment la conscience qu'ils font la partie la plus importante. Ils ont le rôle le plus important dans la société. Je trouve qu'il y a beaucoup de violence aussi dans la façon dont on fait une place aux enfants dans la société, dont on s'adresse à eux dans des systèmes scolaires. Alors, il y aurait ici une case de révolution du système scolaire, je crois. Mon mari vient de devenir prof, tout va bien. L'organisation scolaire en France, c'est vraiment des très grosses journées. Il y aurait sans doute des choses à revoir là-dessus. Mais sur la violence, ça va pas comment on parle aux enfants, en fait. Moi, je suis vraiment choquée de la tolérance qu'on a par rapport à la place qu'on leur laisse, à la façon dont on les considère. Et ça, c'est quelque chose, franchement, je ne sais pas par où il faut commencer. Peut-être chacun autour de soi. Mais c'est un truc, on gagnerait à avancer. Je dis tout le temps, il y a autour de nous quelqu'un qui sera la présidente de la République, le président de la République, quelqu'un qui sera mon aide-soignant à l'EHPAD. Il faut que je prenne soin de cette personne pour qu'elle puisse être en capacité de prendre soin de moi plus tard. Et je crois qu'il y a une énorme interdépendance et qu'on a tendance un petit peu à la sous-estimer. Dans l'interdépendance, il y a la question de la lutte contre les inégalités. Je crois qu'il faut vraiment trouver des façons de faire qui ne permet pas juste de tirer son épingle du jeu, mais d'avancer collectivement. On dépend tous les uns des autres. Pour que nos enfants soient bien, il faut que leurs copains soient bien. Et de chercher comment avancer là-dessus, ce serait aussi un sujet. Je ne suis pas sûre d'avoir réussi à faire 3 points. Si, c'est bon, Le débat, il est large, mais il y a des enjeux très, très forts. Merci beaucoup, Céline. Merci à toi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.